Alors, allons-y. Et puis, il me fait plaisir de vous accueillir à notre troisième webinaire cette année, ce mois-ci, en fait, dans le cadre de notre programmation en confinement. Alors, je m'appelle Marc-Albert Paquette, je suis président sortant de l'ACPI et je serai le modérateur pour la session d'aujourd'hui. Donc, je vais continuer la conversation dans la boîte de texte et puis je vais vous lire à voix haute au fil de la conversation. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vous poser vos questions dans la boîte de texte et puis moi, je ferai le suivi, dis-je, auprès de Leslie que je vous présente à l'instant. Leslie Bell, ancienne présidente de l'ACPI, elle est présentement notre conseillère pédagogique nationale et elle va vous présenter aujourd'hui enseigner la langue et enseigner le contenu, stratégie pratique pour trouver l'équilibre. Alors, bon webinaire à tous. Merci Marc-Albert. Alors, merci à tout le monde d'assister à notre troisième webinaire dans le cadre de nos rendez-vous virtuels de l'ACPI. Et comme Marc-Albert vient de dire, moi, je m'appelle Leslie Dell, puis je suis conseillère pédagogique nationale pour l'ACPI. Puis aujourd'hui, nous allons explorer et réfléchir sur l'enseignement de la langue et l'enseignement du contenu dans le contexte immersif. Dans la première partie, on va explorer un peu l'état de la situation actuelle et dans la deuxième partie, on va découvrir quelques meilleures pratiques. Alors, il y aura des moments de partage dans la boîte à messages lors de la présentation. Moi, je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous entendre non plus. Alors, et à la fin, il y aura un peu de temps pour que je puisse répondre aux questions. Donc, commençons. Donc, d'abord, cette présentation est largement inspirée du travail de Roy Lister. Alors, en 2016, l'ACPI avait demandé à Lister d'écrire un livre pédagogique en français. Suite à son livre en anglais qui était publié en 2007, vous pouvez le voir là à l'écran, et il vient d'ailleurs de sortir un nouveau livre en anglais très complète qui parle justement de l'enseignement immersif aux États-Unis et au Canada. Et je dois avouer que le travail de Lister m'a toujours inspiré, puis m'a toujours passionné, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et son travail, sa recherche, ça fait beaucoup de sens. Alors, dans tous ses ouvrages, je pense que Lister réussit à saisir les particularités de l'enseignement dans un contexte immersif qui rejoint un bon nombre de nous. Alors, sachez qu'aujourd'hui, je ne fais qu'un survol de sa recherche. Donc, parlons d'abord des compétences linguistiques de nos élèves en immersion. Alors, quelles sont les forces de l'immersion? Alors, ce que nous savons déjà aujourd'hui, 50 ans plus tard, que l'immersion française est encore le meilleur programme scolaire au Canada pour rendre les élèves bilingues. Alors, il y a les forces et les recherches qui émergent justement à ce sujet-là. Alors, nos élèves, nos finissants sont des communicateurs efficaces qui parlent couramment la langue française. Ils ont une exposition riche et continue de la langue sans faire une étude explicite comme dans un cours de français de base. Ils possèdent des compétences stratégiques qui sont capables ils réussissent bien à dire leur message même s'ils n'ont pas tout le bagage linguistique. Et les jeunes aussi sont capables de comprendre tout le contenu tout en contournant une grande partie de la grammaire. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous voyez comme des défis par rapport aux compétences linguistiques des élèves en immersion? Alors, je vais juste attendre une minute et je vais demander peut-être à Marc-Albert de partager ce qu'on entend dans le chat là. Alors, utilisez la boîte à messages, peut-être partager vos perceptions par rapport aux compétences linguistiques de nos élèves. Marc-Albert, es-tu là? Oui. De la parisation d'une deuxième langue, Mercedes de l'étendue du vocabulaire. Carrie parle aussi du fait que souvent les élèves ne veulent pas parler oralement en classe ou ailleurs. Et Lisa parle de la valorisation de la langue. On parle également d'aisance à l'oral, comment éliminer les erreurs fossilisées. Alicia dit qu'ils ont tendance à laisser passer les erreurs, même s'ils savent que ce n'est pas correct. Kim parle de développer l'aisance à l'oral. Serge dit bonjour et vive l'Acadie. Vive l'Acadie, très certainement. Alors, quelles sont les compétences, que voyez-vous comme les défis en termes de compétences linguistiques de nos élèves en immersion? Michel parle de la confiance en français. Sophie de l'utilisation des verbes. Mercedes d'un manque de sentiment d'efficacité, dit chez les élèves. Jacqueline dit qu'ils ont peur de faire des erreurs.
Caroline parle du temps qu'on leur donne pour s'exprimer, Kim des erreurs fossilisées. Sarah parle de prise de risque. Alors, très bien, très bien. Je crois que même lors de cette présentation, on va pouvoir couvrir une bonne partie de ce que vous venez de soulever. Donc, ce que la recherche a découvert à travers des années, c'est que, et vous avez déjà touché là-dessus, les lacunes sont au niveau de la production, au niveau de l'exactitude grammaticale. Il y a un manque de spécificité lexicale, de vérité lexicale. C'est un langage qui est souvent moins complexe. En termes de compétences sociolinguistiques, c'est souvent très faible. Et c'est aussi de plus en plus anglicisé au fil des années. Donc, les conceptualisations initiales de l'immersion ont sous-estimé dans quelle mesure il faut être attentif à la langue cible lors de nos cours de langue de contenu quand on enseigne les disciplines. Et ça, c'était noté par les chercheurs même depuis les années 80. Harley en avait parlé, Genesee, Swain, Lapkin. Et parfois, on entend qu'une comparaison avec un locuteur natif est loin d'être juste, puisque ce n'est pas le but final du programme d'immersion. On veut créer des élèves bilingues. Mais toutefois, et selon Commons, au fil des années, les élèves sont de plus en plus amenés à manipuler la langue dans des situations cognitivement exigeantes et contextuelles qui diffèrent considérablement des interactions au quotidien. Alors, même à partir de la 4e année, on entend parfois les enseignants qui se plaignent que leurs jeunes ne sont pas capables de lire et de comprendre un manuel de sciences humaines ou un manuel de sciences naturelles. Alors, pour que nos élèves aient du succès académique jusqu'à la 12e année en immersion, on veut qu'ils soient capables d'accéder et de s'engager dans un type de langage complexe et précis. Donc, là, on arrive à nos fameuses erreurs fossilisées. Alors, la plupart d'entre nous reconnaissent ces types d'erreurs de nos jeunes. Il y aurait un autre que j'aurais pu ajouter du premier article que j'ai jamais lu de Lister qui s'appelle Speaking Immersion, puis c'était « Je sais toi » quand il avait rencontré un de ses élèves dans un centre commercial, puis l'élève lui avait dit « Hey, je sais toi ». Alors, et parfois, il y a des erreurs que je pense que nous seuls, en tant que profs en immersion, on est capable à comprendre. Donc, je vais vous demander, avant qu'on va continuer, de penser à peut-être quelques erreurs agaçantes, frustrantes, fatigantes que vous entendez chez vos élèves. Et on va revenir vers ça plus tard. Alors, je peux dire, comme pendant mes 30 ans que je travaille en immersion, je me suis posé les questions suivantes et j'imagine vis-à-vis ce constat ici, vous autres aussi. Alors, qu'est-ce qui cause une erreur à fossiliser? Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de nos jeunes? Et pourquoi est-ce que ces erreurs sont-elles persistantes et courantes chez tous les élèves en immersion? L'année suivante, je peux entendre les mêmes erreurs que j'avais entendues avec une autre classe. Et qu'est-ce que moi, je peux faire différemment dans mon enseignement? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les facteurs extérieurs? Fait que c'est mon but de pouvoir répondre à ces questions aujourd'hui. Puis, il y a aussi ce fameux plateau linguistique. C'est très intéressant. Il y a une étude qui vient de sortir pas il y a longtemps de Tedek et Fortune à Carla, à Minneapolis. Et c'est Tedek qui avait écrit le nouveau livre avec Lister en 2015. Puis l'étude a révélé que les compétences orales des élèves de 8e année en immersion ne différaient pas de manière significative de celles des élèves de 5e année. Et il y a de nombreuses études qui ont montré que les élèves en immersion, quelle que soit leur origine de langue première, là, préfèrent utiliser l'anglais pendant les heures du cours. Et l'anglais est particulièrement répandu et persistant à mesure que les élèves progressent dans leur niveau scolaire. Alors, c'est notre défi. Et c'est tout un défi, d'encourager les élèves à continuer à utiliser le français afin qu'ils puissent développer un haut niveau de bilinguisme. Donc, et ce qu'on cherche avant tout, c'est la spontanéité orale. C'est un peu comme le Saint Graal pour les enseignants et aussi les étudiants de langue. Même dans notre recensement canadien, ça pose une seule question sur le bilinguisme, puis c'est au sujet de l'interaction orale, pas au sujet de l'écrit.
c'est êtes-vous capable de tenir une conversation avec un locuteur natif? Alors, il y a une citation qui vient de notre guide de l'immersion. Moi, je l'adore. Alors, je vais vous le lire parce que je trouve que ça revient nous chercher. Alors, l'habilité de communiquer oralement est vraiment la base de toutes les autres formes d'apprentissage parce que c'est le moyen par lequel les élèves formulent, discutent et révisent leurs idées pendant qu'ils lisent et écrivent. Alors, si on veut avoir du succès en littératie, la recherche démontre que les élèves doivent posséder une base de la langue, solide de la langue orale. Et parce que c'est en discutant qu'ils vont faire le lien entre la langue orale et le fonctionnement de la langue à l'écrit. Et déjà Swain, dans les années 80-90, elle parlait de quelque chose qu'on appelle pushed output. Et c'est sur son travail que Lister a basé son approche intégrée. Vous allez voir que ça se ressemble. Alors, ce qu'elle avait dit, c'est qu'il faut avoir de nombreuses occasions de production et de rétroaction qui pousseront les étudiants à s'exprimer de manière plus précise et plus appropriée. Et ça se fait selon 4 étapes. Alors, de pratiquer oralement dans un contexte signifiant, de prendre conscience de ses lacunes et ensuite toute l'idée métalinguistique. Alors, de réfléchir sur sa propre expression. Alors là, il va falloir que je le dise autrement parce que là, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de le dire. Puis quatrièmement, c'est de pouvoir prendre des risques, de tenter la nouvelle structure et de ne pas avoir peur de le faire et de créer cette ambiance et ces conditions dans la salle de classe où on peut prendre des risques avec la langue. Donc, pour vous, quelle est votre plus grande difficulté à intégrer la langue et le contenu quand vous êtes en train d'enseigner un cours de sciences, un cours d'études sociales, un cours d'art plastique, l'éducation physique, quoi que ça soit? Alors, je vous laisse, Macabert, est-ce que tu peux retourner puis lire les commentaires, s'il te plaît? Vraiment que les activités en classe soient des activités qui vont permettre aux élèves de prendre. Et pendant que les autres personnes écrivent, on a plein de j'ai allé, j'aime toi, je suis fini, pardonnez-moi, il regarde comme j'ai allé. On a toute une belle sélection d'erreurs fossilisées. Sarah ajoute le temps de développer le contenu et la langue en profondeur. Jessica, la compréhension et le vocabulaire des élèves. Kim ajoute faire un effort conscient de travailler l'oral dans toutes les matières. Francesca ajoute le manque, dis-je, de vocabulaire. Sophie, équilibre entre la correction du français et le contenu. Sarah ajoute le manque de temps pour enseigner la langue versus le contenu. On parle de compréhension du vocabulaire, la vérification de la compréhension. Bonjour Christine. Et Sophie ajoute prévoir les structures langagières et le vocabulaire que les élèves auront besoin. Caitlin ajoute comment leur expliquer les stratégies de lecture pour faire sens d'un mot inconnu. Mercedes, adapter souvent le contenu. OK, c'est très bien. Donc, c'est sûr que je vais essayer de mon mieux de toucher sur ce que je peux à l'intérieur de ces 45 minutes. Mais je vais continuer puis je vais pouvoir déjà répondre à quelques-uns de ces commentaires-là. Alors, les recherches sur l'enseignement en immersion, ils ont continué à montrer que les enseignants ils ont tendance à se concentrer sur le contenu. Je sais que moi, c'était mon cas à moi, et au détriment de l'enseignement des langues. Et c'est en effet leur occupation principale. Et cela suscite 2 questions. Est-ce que le manque d'attention systématique porté au développement de la langue pendant l'enseignement de la matière, est-ce que ça contribue à un niveau de compétence en immersion moins optimal? Il y a des chercheurs qui pensent que oui. Et bien que les enseignants perçoivent qu'ils enseignent toujours la langue, est-ce qu'ils font un équilibre constant ou systématique entre la langue et le contenu? Alors, le prochain écran, c'est un travail que je vais vous montrer de Laurent Camarata, une recherche qui a été faite par lui et TEDx en 2012. Lui vient du campus Saint-Jean. Et ce qu'ils ont fait, c'est que je voulais juste partager avec vous cette recherche parce que j'ai trouvé ça fort intéressant parce que ça parle justement de la voix des enseignants, à quel point ils ont lutté avec ça. Et là, maintenant, on a le travail de Lister qui va nous aider à le mettre en action. Alors, ce qu'ils appellent ça, c'est l'expérience des enseignants en immersion en matière de tenter de trouver cet équilibre. Et ce que les enseignants ont dit, c'est que
les constats, c'était vraiment une transformation de l'identité. Les enseignants se voient souvent comme, est-ce qu'ils se voient en tant qu'enseignants de langue et enseignants de contenu? Puis, dans la plupart des cas, ils vont se considérer comme un enseignant de contenu en raison de leur certification professionnelle et aussi du fait qu'ils sont tenus responsables de la réussite du cours. Alors, l'idée, parfois, si un prof au niveau 10, 11, 12 va dire « Oh non, moi, je suis prof de maths. » Oui, mais vous enseignez les maths en français, alors vous êtes aussi un enseignant en immersion. Alors, c'est un peu de remodeler son identité, accepter le défi de se réinventer et aussi de voir ses propres croyances concernant le rôle. Il y a aussi un constat des défis extérieurs, comme j'en avais déjà entendu, le manque de planification, le manque de temps d'enseignement en français, le manque des ressources, les attentes du district de couvrir tout le contenu. Et ça m'a fait penser beaucoup à notre consultation pan-canadienne où on avait entendu ça. Puis aussi, le problème réside dans la difficulté de trouver une place dans un programme existant qui nécessite de passer à travers tout le contenu de matières spécifiques et des concepts associés pour incorporer toute une autre préoccupation pédagogique telle qu'une focalisation plus intense sur la langue. Alors, c'est comme une double tâche, une double responsabilité qu'on a en tant que prof en immersion. L'autre constat, c'était un peu à moi seule. Un sentiment accru d'expérience d'isolement chez les enseignants, absence de soutien collégial, parfois un manque de compréhension, c'est quoi la réalité d'enseigner en immersion. Donc, et surtout au niveau des programmes secondaires ou intermédiaires où vous êtes peut-être le seul enseignant qui enseigne un tel sujet dans une école en français. Ensuite, il y avait le constat d'éveil. Alors, ça, c'est comme plus le niveau scolaire est élevé, plus la demande cognitive du contenu et la sophistication linguistique du discours sont élevées et plus le prof comprendra l'interdépendance entre la langue et le contenu. Et si les élèves ne maîtrisent pas bien la langue, ils ne pourront pas accéder au contenu, ni participer. Puis au fur et à mesure qu'ils passent d'une année à l'autre, ça rend ça encore plus difficile. Puis finalement, c'était le constat, OK, je vais faire quelque chose. Et c'est un peu un saut dans le vide parce qu'ils ont peut-être mal identifié, ils avaient du mal à identifier la langue sur laquelle il fallait se concentrer et pendant leur cours, leur discipline scolaire et à comprendre comment quand l'intégrer aussi dans le contexte du contenu. Donc, c'est ça nous amène. Alors, cette recherche est juste quelques constats que je voulais lire parce que je trouve que c'est la voix des profs. Et une enseignante, elle avait dit, ben, il n'était pas au niveau du débat ou de la controverse. Alors, la pensée à un niveau plus élevé. Alors, j'ai réalisé que je n'avais pas répondu aux besoins linguistiques pour aider les élèves à construire des questions d'ordre supérieur. Puis une autre s'est posé ces questions. C'était la langue, c'était le contenu, c'était les deux. Mais je pense que la partie linguistique les empêchait de pouvoir le français, c'est le français conceptuel. Je pensais avoir assisté à quelques-unes des pièces linguistiques qui pourraient apparaître, mais ça fut l'un de ces moments, je vois plus clair maintenant la nécessité de ce type de fusion de contenu et de langage au profit des élèves. Il y a certains quand même dans le travail de TEDx, sa recherche et de camarades qui restent convaincus. Oui, j'ai l'article je vais partager l'article. Qui reste convaincu que la langue gêne, gets in the way. Alors, c'est considéré comme un extra à laquelle on ne peut pas consacrer du temps. Parce que ça va enlever les élèves assez au concept. Et je vais sûrement partager cet article avec vous. Donc, tout cela pour que nos jeunes puissent être capables à accéder vraiment à une profondeur dans la langue française et aussi pour répondre à tout ce dont nous venons de voir, c'est l'approche intégrée a été créée. Et c'est vraiment dans le but d'atténuer les lacunes langagières chez les élèves pour qu'ils communiquent avec plus de précision. Et c'est à l'intention de tous les enseignants en immersion, peu importe le niveau scolaire, peu importe la matière. Et cette intégration répond aux besoins d'améliorer la confiance et aussi la précision langagière.
sans sacrifier l'acquisition du contenu disciplinaire. Et même Manitoba, ils ont pris beaucoup de travail de Lister, puis ont créé des beaux documents. Fait que ça vient d'eux, cette citation. Plus on travaille la langue, plus on travaille en profondeur le contenu. Donc, c'est quoi justement? Comment est-ce qu'on le fait? Donc, c'est essentiel l'intégration systématique de l'enseignement qui est focalisé sur le contenu. Alors, je suis en train de montrer une belle expérience de science, par exemple, et l'enseignement qui est focalisé sur la forme. Alors, et ça se réalise quand on va orienter les apprenants dans la direction opposée vers laquelle l'environnement de la salle de classe les accoutume. Donc, dans ce sens-là, on va parler peut-être lors de notre expérience de science, je vais amener les élèves de faire attention à la langue. Et je vais vous montrer un peu plus tard quand on regarde l'approche réactive et proactive, comment ça se fait. Parce que en français, il y a plusieurs aspects de la langue qui nécessitent un apprentissage explicite, comme le genre, comme les verbes, comme les pronoms. Parce que les élèves en immersion, ils ont de la difficulté à vraiment maîtriser ces éléments qui sont peu fréquents, qui sont différents de l'anglais, qui sont difficilement perceptibles comme j'ai mangé et je mangeais. Et alors, la grammaire traditionnelle n'est vraiment pas une approche gagnante. On ne veut pas que les élèves fassent une mémorisation des règles hors contexte. Ça fait des années qu'on fait ça, puis on sait que ça marche pas bien. Alors, l'approche recommande qu'on fait de la grammaire contextualisée, créée par des situations de communication qui sont authentiques et qui sont réelles. Et quand on va avoir notre attention portée sur la langue à l'intérieur d'un contexte signifiant, c'est ce que ça va faire, c'est que ça va déstabiliser les formes d'interlangue. Alors, l'interlangue, c'est vraiment une version évolutive de la langue. C'est un processus tout à fait naturel et ça nous aide à savoir où l'élève se situe dans son développement d'apprentissage. Ce qu'on veut pas, c'est qu'on veut pas que l'interlangue devienne fossilisée. Puis je vais arriver là un peu plus tard. Alors, que faire? Donc, les solutions pratiques pour vraiment aider nos élèves à parler d'une manière confiante et d'une manière précise, c'est de regarder les deux approches ici. Alors, on va les explorer brièvement aujourd'hui. D'abord, c'est l'approche proactive et c'est, on peut pas juste faire une seule séquence de l'approche proactive puis pense que c'est fait. Lister parle dans son travail, ils l'ont fait pendant 5 semaines, des gens d'approche proactive pour étudier les terminaisons du genre grammatical dans certaines situations. Donc, tout est récursif dans la langue, comme vous savez bien. Et ensuite, il y a l'approche réactive. Ça, c'est des interactions orales spontanées qui arrivent en salle de classe et on va utiliser les stratégies d'échafaudage et aussi on va regarder la rétroaction corrective. On va parler dans les stratégies d'échafaudage aujourd'hui. Parfois, peut-être on oublie peut-être le pouvoir de la rétroaction. C'est même Hattie l'avait dit que la rétroaction en termes de stratégie pédagogique est l'un des facteurs qui influence le plus les résultats de nos apprenants. Alors, il y a certains types de rétroaction qui sont plus puissants que d'autres. Donc, regardons d'abord la rétroaction corrective. Parfois, il y a les enseignants qui pensent « ou moi, je veux pas corriger trop mes enfants parce que ça va les intimider ». Mais en fin de compte, la recherche a montré justement l'opposé, c'est que quand les élèves demandent d'être corrigés, parce qu'ils veulent améliorer leur français. Alors, et c'est ça, l'enseignant qui pratique la rétroaction corrective aussi ne corrige pas l'élève aussi, mais aide l'élève à se corriger. Donc, c'est de donner le fardeau linguistique à nos jeunes. Donc, il n'y a aucune preuve que la rétroaction corrective empêche l'apprentissage. En fin de compte, c'est très important que ça ait lieu parce que si on ne fait pas la rétroaction corrective en salle de classe, ce qui arrive, c'est que les élèves, ils vont avoir une compréhension partielle de certains éléments grammaticaux. Et la recherche demande que c'est même bénéfique et nécessaire pour assurer l'apprentissage continu en langue seconde. Puis, si on ne fait pas la rétroaction corrective, ce qui arrive, c'est que l'interlangue devient fossilisée et ça peut être des procédures qui se trouvent conservées dans la mémoire à long terme. Puis, c'est très difficile à défossiliser les erreurs.
Donc, regardons d'abord les types de rétroaction corrective. Donc, il y a la correction explicite. Donc, si j'entends un de mes étudiants qui dit, ben, je suis 15, je peux dire, ben non, Joey, on dit pas je suis 15, on dit j'ai 15 ans. Ou on peut faire une reformulation. Alors, si Joey dit, ah, je suis 15, et ah, tu as 15 ans. Alors, souvent, les profs ont tendance à faire beaucoup de reformulations. Et c'est correct de faire ces deux-là, c'est juste on veut vérifier. Et les quatre qui sont en vert sont les rétroactions correctives qui sont plus puissantes. Et les autres, les deux premiers, on peut les utiliser quand le contenu n'est pas connu et les élèves n'ont peut-être pas le vocabulaire ni les structures de phrases. Donc, on va juste regarder un peu Ici, c'est juste une conversation très typique d'une salle de classe en immersion. Imagine que c'est un lundi matin et un élève va venir vous voir à votre bureau et dire « Ah, madame, nous sommes allés au biodôme puis ma grand-mère n'a jamais allé là-bas. » Et là, le prof dit « Ah, elle n'était jamais allée. » Alors, elle a fait une reformulation. Et là, l'élève a dit « Ben, puis on est allé à Jungle Adventure et on a gagné des prix. » Alors, il ne s'est pas rendu compte de la formation parce que si vous voyez en haut, les élèves se concentrent souvent sur le contenu dans une rétroaction corrective et non sur la forme. Et là, le prof a répondu « Ah, ben c'est quoi ça? » Alors, ils n'ont fait aucune rétroaction. Alors, ce qu'on veut créer dans une salle de classe, c'est qu'on veut créer des situations où on va faire de la rétroaction et c'est correct. Et même les élèves vont s'autocorriger entre eux. On veut créer cette ambiance de correction. Donc, ici sont des exemples de quelques-uns de ces rétroactions correctives. Un, c'est répétition de l'erreur. Et de le faire d'une manière plus systématique qu'on pense. Parce que parfois, on pense qu'on le fait, mais ils ont même filmé les enseignants puis ils se sont rendus compte qu'ils ne le faisaient pas autant qu'ils auraient voulu. Donc, mais qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Mais j'ai allé à la maison de ma grand-mère. J'ai allé. Alors, répétez l'erreur. Ah, je suis allée. Très bien. Ou, madame, peux-tu ouvrir le window? Oui, mais est-ce qu'on peut trouver d'autres mots que le mot window? Alors, c'est de solliciter. Ou un autre, mon maman va venir. On l'entend souvent. Pardon? Et là, l'élève devrait s'autocorriger. Puis si l'élève n'est pas capable, peut-être il y a quelqu'un dans la classe qui est capable. Donc, il y a des études d'intervention en classe sur la rétroaction qui ont été faites. Puis moi, j'adore ça parce que je trouve que c'est très, très puissant ici. Il y avait une nette amélioration parce qu'ils ont fait ça chez un groupe d'élèves puis pas chez un autre. Puis ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait une nette amélioration dans leur production orale par rapport au groupe qui n'avait aucune reformulation. Et les élèves commençaient à s'autocorriger avant même que l'enseignant ait eu l'occasion de faire une rétroaction. C'est ça où on veut idéalement que les jeunes arrivent, qu'on s'autocorrige naturellement. Moi, en tant qu'anglophone, je le fais tout le temps. Je pense que je vais le faire jusqu'à ma mort, là. Et l'autre, c'est que les groupes ont réussi mieux que ceux qui n'avaient aucune rétroaction, au test écrit, autant qu'au test oraux. Et les élèves qui prenaient une part active dans les reformulations, évidemment, ils se sont souvenus mieux de l'information. Et ils ont aussi, moi j'adore ceci, ils ont développé une appréciation de la rétroaction et aussi une perspective qui est basée sur les règles. Et je trouve que c'est important. Quand on enseigne la langue, moi je l'avais fait au niveau post-secondaire, j'avais des étudiants qui m'ont dit « Madame, mon cours de français est plus dur que mon cours de chimie. » Il y a beaucoup de règles avec la langue française, c'est juste la réalité. Donc, j'ai beaucoup parlé, je vais boire de l'eau, mais entre-temps, je vais vous poser cette question. Combien de temps pensez-vous, un garçon en 6e année immersion part-il en français dans une journée typique? Les jeux sont ouverts. Marc-Adèle, tu peux lire les réponses. Jill parle de 5 minutes, 2 minutes, 45 minutes. Qui dit mieux? 10 minutes, 1 minute, pas assez, globalement. 15 minutes, 30 minutes, 2 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 25 minutes, 3 minutes. Il n'y a personne qui a dépassé l'heure encore. OK, c'est beau. 6 secondes. Oui, ça pourrait être 11 secondes. Ça, c'est ce que quelqu'un m'avait dit la première fois que j'avais entendu cette question-là. Ça dépend vraiment que si on a créé une salle de classe, ça pourrait être très peu. Ça peut être en bas de 30 secondes. Dans un vrai, honnêtement. Bonjour, madame. Non, je sais pas. Oui.
est-ce que je peux aller aux toilettes? Bye. Comme ça peut être aussi peu que ça. C'est dommage, mais il faut qu'on crée des occasions qui vont permettre nos jeunes de parler. Parce que les chercheurs ont même trouvé que le discours continuel par les élèves en immersion est rare. Et dans une recherche, moins de 15% des élèves s'exprimaient de plus d'une phrase quand c'était leur tour. Donc, est-ce que vos élèves parlent en phrases complètes ou est-ce que c'est juste des petits bouts de phrases? Et typiquement, l'ensemble focalisé sur le contenu laisse peu d'occasions de produire oralement. Donc, c'est juste quelque chose que nous avons besoin de garder en tête tout le temps. Et moi, comme j'étais coupable, quand j'ai donné cours comme études sociales 30, c'était moi qui parlais tout le temps, puis très peu, les jeunes parlaient de moins en moins, je trouvais même au niveau secondaire. Alors là, ça nous amène à une approche proactive. Comment est-ce qu'on peut planifier des séquences d'enseignement où nos élèves où on peut aller dans la précision de la langue, mais aussi leur donner l'occasion de prendre des risques dans la langue. Donc, la première étape, c'est de lire et écouter un texte qu'on va adapter et mettre en évidence quelques traits linguistiques qu'on trouve que nos élèves devraient développer par rapport à notre programme d'études, par rapport à peut-être une erreur fatigante. Le deuxième étape, c'est la conscientisation et on veut que les élèves qui prennent conscience des traits linguistiques, c'est tout. Et étape 3, c'est la lecture guidée. On va pratiquer la régularité que nous venons de découvrir. Et l'étape 4, c'est de réinvestir dans une manière autonome. Donc, premièrement, c'est que on va chercher un texte, un album ou peut-être un clip audio d'Idelo ou je ne sais pas où, TV5 Monde. Et on peut mettre des traits linguistiques en évidence, mais on n'a pas besoin. Dans le nouveau livre de Lister, il appelle ça contextualisation, pas perception. J'aime mieux ça parce que c'est toujours dans un contexte signifiant. C'est notre cours. Alors ici, c'est un exemple d'un cours, évidemment, d'études sociales ou sciences humaines. Là, moi, je pense que c'est la responsabilité de nous, en tant qu'enseignants, de toujours avoir un objectif disciplinaire et toujours avoir un objectif linguistique dans tous nos cours. Alors ici, l'objectif langagier, c'est de prêter attention au genre grammatical. Donc, et là, ils ont montré les terminaisons pour pouvoir montrer le genre ici. D'accord? Alors, on continue. Donc, la deuxième phase, c'est la conscientisation. Puis ici, on va découvrir la régularité. On ne va pas donner les règles. On ne va pas demander qu'ils mémorisent les règles. On veut vraiment que ce soit eux qui découvrent la régularité. Donc, ils vont transférer les mots, ils vont dire âge, OK, là, je vois que tous les âges, ça a l'air que c'est masculin. Fait que c'est eux qui vont classifier, déduire, prendre part à une conversation, comparer des éléments. Un de ces études, ça parlait des élèves de 15 ans qui ont créé des règles pour les homophones peu. Et quand c'est fait de même, ils se souviennent beaucoup mieux. Puis, la troisième phase, c'est de la pratique guidée, vraiment dirigée. Parce que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut développer l'automaticité puis la précision. Puis, je vais vous dire, comme apprenante de la langue française, ça se fait seulement avec beaucoup d'oral. Alors, j'aime beaucoup ce qui est écrit ici en caractère en italique. L'objectif est de pousser les étudiants au-delà de leur production interlangue habituelle et d'attendre à une plus grande précision dans l'utilisation du français. Et souvent, ça peut se faire comme par un jeu. Et ils vont, par exemple, ici, on veut qu'ils vont réviser le contenu de la leçon d'études sociales, mais ils vont pratiquer oralement le genre grammatical. Donc, si quelqu'un a dit, tirer peut-être une carte, je couvre certains mammifères, j'ai été très recherché pendant l'établissement de la Nouvelle-France, puis l'autre élève dit, je sais, puis oui, c'est quoi, Joey? C'est le fourrure. Hors du jeu, non, c'est la fourrure. Donc, on s'attend à une précision. Et quatrième, c'est la la pratique autonome dans un contexte signifiant. Alors ici, on veut développer de la confiance. On veut les activités qui sont plus ouvertes, qui sont fort attirantes, moins contraintes de précision. On veut vraiment motiver les jeunes à parler, promouvoir la confiance, mais on ne veut pas abandonner les objectifs linguistiques. Puis moi, j'adore l'exemple ici. Imaginez que c'est un cours de sciences, 7e, 8e année.
Et l'objectif disciplinaire, c'est susciter une réflexion sur l'apport du Canada dans la lutte mondiale contre les émissions de gaz à effet de serre. Et l'objectif linguistique, c'est de sensibiliser les élèves aux terminaisons indiquant le genre des noms du pays. Alors, ils peuvent répondre à la question par écrit ou peut-être lors d'un débat oral, mais la question est comment peut-on situer le Canada sur le plan international en ce qui a trait à ses effets pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, les élèves, il faut qu'ils prennent position, il faut qu'ils comparent le Canada avec d'autres pays en utilisant les déterminants appropriés. Puis moi j'adore ça parce que c'est exactement ce qu'on veut. On veut avoir vraiment un bon sujet comme ça, là, qui va motiver les jeunes, ils vont vouloir en parler et on va prêter attention aussi à la précision de la langue. Oui, c'est ça, parce que quand même, c'est une erreur. Souvent, j'entends les élèves qui vont dire, ben, oh, Edmonton, puis c'est, ils vont dire, ouais, c'est ça, ça continue. En tout cas, vous connaissez, on a déjà parlé bien des erreurs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire si on est en salle de classe? Comment est-ce qu'on peut planifier nos séquences proactives? Donc, première chose, comme je vous avais dit, de penser à des erreurs frustrantes que font vos élèves. Est-ce qu'il y a un thème, un sujet, un album qui se prêterait bien à travailler sur un ou ces deux traits linguistiques? Et l'autre, c'est de penser à une activité ou une leçon que vous ferez avec vos élèves. Alors, quels traits linguistiques ont besoin d'améliorer pour pouvoir communiquer aisément avec précision lors de ces cours? Donc, si c'est un cours de sciences, et peut-être ces jeunes vont présenter leur expérience de science à des élèves de 2 ans plus bas. Et on les invite pour montrer nos expériences de science. Est-ce qu'on leur avait donné ce vocabulaire? Dans cette expérience, le liquide a débordé le récipient parce que. Donc, ça, c'est qu'est-ce que. Et Genesee parle beaucoup de sortir aussi le langage obligatoire et aussi le langage compatible. Donc, nous, on avait mis ça en pratique, l'approche intégrée dans le conseil scolaire où j'étais. Fait que je voulais juste vous montrer quelques exemples. Ici, en bas à gauche, c'était les élèves en 6e année qui faisaient une unité sur le vol. Alors, on a adapté un texte et les élèves ont surligné les terminaisons, puis ensuite, ils les ont découpés. Il fallait qu'ils les mettent en catégorie. Puis, ça a super bien marché. En haut, on voit les bandeaux en rose. Ça, c'était une enseignante en 3e année qui avait écrit les phrases avec plein d'erreurs que les élèves se disaient souvent, comme « je suis chaud », etc. Et elle avait demandé aux élèves de trouver l'erreur en diade. Et là, dans cette activité, les élèves, soit ils ont trouvé les erreurs, soit non. Mais après qu'ils ont découvert ensemble la règle, ils ont fait des sketchs où ils se sont fait des sketchs en classe où ils se sont corrigés et ensuite ils ont fait des affiches puis ils les ont fait afficher à l'erreur corrigée. En haut à gauche, ça c'est les formules apprises en bloc. C'est quelque chose qui donne beaucoup de confiance. Ça, c'était fait en première année. Et rendu au niveau secondaire, on fait beaucoup de routines de pensée parce que ça va aider les élèves à accéder à un langage qui est beaucoup plus complexe par rapport à une étude sur la démocratie ou les idéologies ou quoi que ça soit. Et ça vient du livre Making Thinking Visible. Mais les élèves ont du temps pour écrire, mais aussi verbaliser leurs pensées complexes. Alors, on veut toujours bâtir le réceptif pour accéder au productif le plus tôt possible. Alors, ça se ressemble un peu à l'approche neurolinguistique, le travail de Netton et Germain, où on veut évidemment qu'il y a beaucoup de compréhension orale, mais on veut faire parler nos élèves le plus tôt possible. Puis ensuite, ils peuvent passer à la compréhension écrite, puis finalement à la production écrite. Alors, on veut enseigner l'apprentissage des formules apprises en bloc. On appelle ça chunking. Alors, même s'ils ne comprennent pas peut-être les explications grammaticales, ils peuvent apprendre à comment dire, il se peut qu'il soit en retard, madame, parce que là. Alors, on peut les faire apprendre ces expressions plus complexes, même à un âge très jeune. Et aussi, on veut trouver l'équilibre toujours entre l'exigence de précision, mais aussi le support.
Donc, il y a beaucoup de bonnes ressources en ligne et Caroline Roux va partager quelques-uns de ces liens pendant que je parle ici. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant du référentiel des compétences orales de l'ACPI, mais quand vous allez voir l'image là en haut, il y a des jeunes en immersion qui parlent de certains niveaux. C'est un travail qui a été fait par Claire Santi et il y a des bonnes grilles de la production orale que vous pouvez chercher, autant qu'il y a des grilles du CR qui en parlent. Alors, je voulais juste surligner cette ressource-là. Il y a aussi les capsules orales de l'ACPI. On peut également trouver ça sur notre site. C'est un travail de Dr. Martine Pellerin du Campus Saint-Jean, où on voit plus de 150 situations où l'oral est utilisé comme un outil cognitif au service de l'apprentissage. Il y a aussi une question d'habitude. J'adore une question d'habitude parce que c'est des clips assez ludiques. Ça a été fait par la Fédération des conseils scolaires francophones et pour cibler les erreurs fossilisées. Et il y a des pistes d'intervention. Manitoba a fait des super beaux tableaux d'orientation avec les erreurs selon l'âge. On peut les imprimer, les mettre à côté de nos bureaux à l'école. Transforming FSL, ils ont un super, un beau site qui s'appelle, c'est des clips aussi de la bonne pratique, vraiment une pratique efficace de l'oral et ça s'appelle On est capable. Moi, je montre ça souvent de mes ateliers, c'est très, très apprécié. Josée Leboutillier fait beaucoup de recherches et elle a même écrit un article dernièrement dans le journal de l'ACPI sur les centres de littératie à l'oral. Donc, ça, c'était une de ses présentations qui est en ligne, qui est du Manitoba, mais elle est censée donner la même présentation ou peut-être adaptée au congrès de l'ACPI. Il y a évidemment, on ne peut pas parler du CRCR et aussi l'emphase sur l'oral et tout ce que je peux faire dans la langue et de valoriser ça. Donc, les ressources à acheter qui vient de sortir, c'est très, très bien fait. De Consult, ça s'appelle le manuel de l'approche actionnelle. Et une de nos meilleures ventes de l'ACPI, c'est les 70 activités motivantes de communication orale. C'est des activités qui sont non contextualisées, mais les idées sont là et on peut facilement les intégrer à l'intérieur d'une séquence proactive. Puis, il y a beaucoup qui est écrit sur l'oral. Vous pouvez chercher également chez les maisons d'édition. Pearson, qui a un livre qui vient de sortir les ressources secondaires pour calibrer avec le CR. Chenelière, CEC également. Ils ont un livre qui est sorti de Léo James Lévesque, IDELO, qui nous donne beaucoup d'occasions d'écoute. Et là, on peut le mettre en action avec l'oral. Alors, pour terminer, pour que nos élèves aient du succès académique jusqu'à la 12e année en immersion, on veut qu'ils soient capables d'accéder et de s'engager dans un type de langage complexe et précis. Donc, je voulais juste aussi mentionner le congrès de l'ACPI. On espère que ça va avoir lieu à Banff. Alors, si ça vous intéresse, c'est toujours prévu pour Banff mi-novembre cette année. Alors, c'est ça, soyez des nôtres, on espère. Nos droits sont croisés étant donné la situation actuelle. Donc, c'est tout. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès et bonne fin de confinement. C'est ça qu'on espère on arrive un peu vers la fin. Et merci beaucoup d'avoir participé au webinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Fait que Marc Habert, je vais juste peut-être... Je vais peut-être faire le point sur différents messages qui ont été écrits en fin de rencontre. Il y a Caitlin qui disait « Je trouve que les élèves remarquent les erreurs en écriture, mais ne font pas le lien en l'oral. Pas pour toutes les erreurs, mais pour les erreurs comme je suis froid, j'ai allé, etc. » Il y a Sarah qui a répondu qu'elle utilisait beaucoup Flipgrid ou des iPods pour permettre aux élèves de s'écouter. Et donc, ça permettait aux élèves de faire des corrections. Il y avait Francesca qui parlait aussi du fait qu'il y avait une question, un enjeu au niveau de la prise de risque. Je trouve aussi qu'il y a des élèves qui ne veulent pas parler en français ou qui ne prennent pas de risque. Et il y a eu toute une collection de ressources qui ont été partagées. Excellent. Alors, avant d'aller aux autres questions, je te laisserai peut-être intervenir par rapport à ça. C'est très bien. Je t'entends pas très, très bien, malheureusement, Marc Habert, mais d'après ce que je pense que... On parle de prise de risque et du réflexe que les élèves ont de se corriger à l'écrit, mais ce n'est pas nécessairement un réflexe en interaction orale.
Oui, c'est ça. Alors, non, ce n'est pas un réflexe si on ne va pas leur donner cette occasion de s'autocorriger. Donc, il faut créer une ambiance où c'est correct, cette ambiance de salle de classe où c'est correct de corriger. Alors, ça me fait penser à une des enseignants qui a pris le papier grand format, puis elle avait dessiné aux poubelles, puis elle avait des expressions à bannir. Alors, comme ça, il faut créer une ambiance en aidant la langue. Alors, si on ne donne pas d'occasion pour les élèves de s'exprimer librement, dans deux contextes. Alors, dans la séquence proactive, il y a un contexte où on cherche la précision et l'automaticité, et aussi le contexte où c'est plus ouvert. Alors, si on va il faut commencer à adapter ces genres de pratiques lors de notre enseignement. Mais je ne sais pas si je réponds assez bien à la question. Alors, on va continuer parce que je pense que ce webinaire mérite une discussion sur Zoom avec plusieurs d'entre nous. Peut-être éventuellement, on peut arriver à faire un grand partage parce que j'aimerais entendre, je sais qu'il y a des enseignants qui font des affaires extraordinaires déjà dans leur salle de classe par rapport à l'oral. Alors, faites-nous savoir, est-ce que vous aimeriez poursuivre cette conversation-là peut-être à un autre moment? Il y a certainement énormément de choses à dire à ce sujet-là. En attendant, j'ai un commentaire de Mercedes Gagnon. Est-ce que l'on pourrait sauvegarder toutes les suggestions de ressources des participants et les afficher? Donc, simplement vous informer que la boîte de clavardage est filmée en ce moment et donc vous aurez accès à tous les partages qui ont été faits lorsque ce sera publié. Adriana demande, y a-t-il une ressource que vous connaissez qui fournit une sorte de parcours à suivre pour introduire la grammaire aux élèves qui correspond à leur développement, genre vers 9 ans, c'est approprié d'introduire la conjugaison des verbes de façon explicite. Bien sûr, si c'est pertinent au sujet étudié, on peut prendre l'occasion de l'explorer, mais je me demandais si une telle ressource existe. Je dirais d'abord de chercher cette ressource avant tout. Alors, ça, c'est la prochaine degré qui va en beaucoup plus de détails. Alors, ça, c'est sûrement un point de départ. Parce que c'est pas la grammaire traditionnelle, vous voyez. Alors, et je pense que c'est ça qu'on veut éviter. Si on va enseigner la grammaire, enseigner une leçon de grammaire décontextualisée, donner les trous à remplir, les espaces à remplir, on sait déjà que ça marche pas. On a des élèves qui sont capables de très bien conjuguer les verbes, mais sans parler. Alors, si on accède d'abord à l'oral, ils vont pouvoir mieux écrire éventuellement. Alicia recommande également à Adriana de suggérer de modéliser la grammaire nécessaire pour le contexte. Par exemple, pour parler de ce qui se passera demain, il faut modéliser le futur. Et ensuite, donc, les faire utiliser les formules et finalement les écrire. Oui, d'accord. On avait une autre question de Muriel. Si chaque cours a des objectifs disciplinaires et linguistiques, que fait-on pour l'évaluation? Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai déjà vu des écoles qui ont gardé 5% toujours pour le français à l'intérieur de leur cours. Alors, c'est une possibilité également. Donc, c'est une suggestion. Il y a une autre question qui nous vient. Conseillez-vous d'intégrer la langue et la culture dans les cours de discipline à tel point que le cours de français littératie n'a plus d'utilité? La plage horaire est utilisée pour une discipline. Wow, ça c'est... Et quelque chose dont j'ai même pas touché, c'est que Lister suggère même un petit peu l'interdisciplinaire. Donc, si on fait l'approche, la séquence proactive, c'est peut-être dans le cours de français, puis ensuite ça passe au cours d'études sociales ou de sciences, puis ça revient au cours de français. Mais si la langue est toujours intégrée dans un contexte signifiant, il y a toujours une place pour la littérature, par contre. C'est une belle réflexion. Ici, on a une réflexion de Nathalie. Merci beaucoup. Plus les élèves vieillissent, moins ils parlent ou veulent parler français. On doit rendre ça ludique, authentique et surtout chercher à les rejoindre avec leur passion, des textes sur les sports, l'histoire. Oui, moi, je suis complètement d'accord. Alicia ajoute, les élèves ont besoin de la grammaire assez complexe au début de leur apprentissage. Par exemple, ils doivent utiliser des formes simples du passé tout de suite. On ne peut pas attendre. Mm-hmm. Oui. Nathalie demande, quelle est la ressource de Pearson pour le secondaire? Ah, ça s'appelle Jusqu'au bout. C'est calibré avec le Sayeur. Alors, il y a beaucoup d'oral qui est intégré à l'intérieur de ces séquences pédagogiques qui sont vraiment des tâches actionnelles. Alors, il y a une tâche finale, puis il y a les sous-tâches à travers.
Denis Et Cousineau vient de donner une présentation webinaire là-dessus pour Pearson. Alors, je pense que vous pouvez peut-être l'accéder sur le site de Pearson. Est-ce que la ressource est disponible pour acheter sur le site web de Pearson? Je crois que oui, selon les informations que j'ai reçues de la maison d'édition. J'ai juste aussi cherché. Pendant ce temps-là, Sarah ajoute qu'il faut être très explicite avec les apprenants de langue seconde. Francesca demande, la rétroaction devrait être donnée en français en immersion? Oui, toujours. Toujours, toujours. Alors ça, c'est bien expliqué dans ce livre de Lister également. Alors, on ne veut pas parler en anglais dans nos cours en immersion française. On veut l'éviter le plus possible. Adriana dit merci, j'étais élève de français code, alors parfois c'est mon instinct de vouloir mélanger l'enseignement explicite et l'enseignement immersif. C'est bien qu'elle était français cadre. Je pense que c'est la première porte vers le bilinguisme, nos cours de français de base. C'est super. Moi aussi, j'ai été. Marie-Claude ajoute, j'avais une affiche, le cimetière des fautes, et nous faisions des enterrements d'erreurs fréquentes. Ah, j'aime ça. Une tombale en papier avec l'erreur inscrite dessus. Les élèves faisaient semblant de pleurer, vraiment on rigolait, mais le référentiel demeurait visible durant toute l'année. Ça, c'est super. Très bonne idée. Oui. Mercedes ajoute, je trouve que la grammaire doit être enseignée pour mieux communiquer, donc l'objectif est la communication. Mm-hmm. Tout à fait. Alors, j'aimerais en profiter pour remercier Leslie pour son webinaire qui était vraiment inspirant et très, très riche au niveau de l'information. Et je vous rappelle que vous avez accès à la chaîne YouTube de l'ACPI que je viens d'ajouter dans le fil de conversation. Et vous avez également accès au calendrier des rendez-vous virtuels de l'ACPI sur notre site acpi.ca/événements/rendez-vous virtuels. Vous avez des webinaires qui auront lieu jusqu'à la fin du mois, tous les mardis de mai, ainsi que des séances de conversation en lecture, culture, littérature, conversation orale, spéciale pour conseillers pédagogiques. Alors, j'en profite pour vous remercier et vous souhaiter une très agréable fin de journée. Merci d'avoir été avec nous. Merci tout le monde. Merci Marc Habert. Merci à tous. À la semaine prochaine, effectivement. Et pour ceux qui sont en conseillance pédagogique, ça va me faire plaisir de vous retrouver demain. Toujours un plaisir de retrouver les amis de l'ACPI. Bonne soirée à tous. Au revoir.